L'une des missions de l'ONERA est d'apporter une aide technique et scientifique aux constructeurs au cours du développement de leurs projets. Dans ce cadre, l'ONERA a entrepris de nombreuses recherches sur l'avion de transport supersonique Concorde qui ont porté simultanément sur les problèmes d'aéroélasticité, de propulsion et d'aérodynamique. Nous présenterons quelques études aérodynamiques et thermiques effectuées pour prévoir le comportement de cet avion à toutes les vitesses qu'il est susceptible d'atteindre. Concorde est un quadri-réacteur à aile élancée évolutive, sans empennage et avec une seule dérive. Ces réacteurs sont installés en nacelle sous la voilure. Cette voilure a été adaptée pour rendre aussi faible que possible la résistance à l'avancement au régime de croisière. À cette fin, la cambrure des profils a été déterminée pour obtenir l'équilibrage à l'angle d'attaque idéal. Les problèmes posés par le vol en régime d'accélération et en régime de croisière à Mach 2,2 ont été étudiés dans diverses souffleries, en particulier dans les souffleries ONERA du centre de Modane. La soufflerie S2 de Modane dispose d'une puissance de 45 000 kW qui lui permet d'effectuer en régime continu des essais à Mach variable en transsonique et supersonique dans une veine pouvant recevoir des maquettes de 1 mètre d'envergure. Un appareillage important sert à contrôler le fonctionnement de la soufflerie et à mesurer les efforts aérodynamiques sur le modèle. Cet équipement est complété par un ombroscope permettant d'observer l'écoulement autour de la maquette. Voici par exemple l'écoulement en transsonique croissant caractérisé par l'apparition au passage du domaine sonique d'ondes de choc provoquées par le modèle et se déplaçant vers l'aval, puis de l'onde frontale détachée venant progressivement coiffer le nez du fuselage. La mesure de la résistance à l'avancement est particulièrement importante. En effet, elle permet d'une part de choisir des formes optimales de voilure et de fuselage et fournit d'autre part un résultat nécessaire à l'estimation des performances. Elle peut être décomposée en 3 termes. D'abord, la traînée de frottement et la traînée induite par la portance qui se manifestent dès le vol subsonique. Le 3e terme est la traînée d'ondes liée à l'épaisseur du corps et qui apparaît en même temps que les premières ondes de choc. La courbe du coefficient de traînée totale accuse de ce fait une évolution rapide au voisinage de Mach 1. Le supersonique élevé et le régime de croisière ont aussi été étudiés à la soufflerie S5 de Chalais-Meudon. Cette soufflerie de petite dimension est particulièrement bien équipée pour la recherche. On peut y réaliser la variation continue du nombre de Mach et la strioscopie de l'écoulement externe. Le régime de croisière Mach 2,2 est atteint. Au cours d'un pivotement de la maquette, on distingue l'allure essentiellement tridimensionnelle de l'écoulement autour du modèle. La vue de profil fait ressortir les ondes à l'avant et à la sortie des fuseaux réacteurs. En outre, l'écoulement à l'intérieur même des réacteurs a fait l'objet d'une étude approfondie, en particulier pour optimiser l'efficacité de la prise d'air au voisinage de la vitesse de croisière supersonique. La strioscopie montre ici l'effet d'une variation de régime des réacteurs sur l'organisation des ondes de choc dans la prise d'air, dont les parois latérales sont remplacées par des glaces transparentes. De même, les tuyères de sortie des réacteurs ont été étudiées sur un montage spécial pour rechercher les configurations conduisant au maximum de poussée dans tout le domaine de vol. On voit ici la strioscopie à Mach 2 du jet principal, entourée d'un jet auxiliaire à débit croissant. Le vol supersonique prolongé pose par ailleurs des problèmes d'échauffement qui nécessitent la connaissance précise des flux thermiques sur les différentes parties de l'avion. Dans ce but, l'ONERA a entrepris des mesures d'échauffement sur une aile delta essayée à la même échelle et dans les mêmes conditions en soufflerie et en vol. L'échauffement local, en fonction du temps, est mesuré à l'aide d'un appareillage spécial. L'approche d'un doigt met en évidence la grande sensibilité du système, capable de détecter une variation de température d'une fraction de degré. Dans une première étape, une série d'essais effectués dans l'une des souffleries supersoniques de Modane fournit les coefficients de transfert de chaleur à Mach 2. Dans cette soufflerie à rafale de grande dimension,
il est possible de représenter presque parfaitement les conditions effectives du vol. Au moyen d'un missile à 3 étages, on effectue ensuite une série d'essais en vol dans les mêmes conditions qu'en soufflerie. La voilure est identique. Le premier étage hisseur, accélère le missile jusqu'à Mach 1,4 à une altitude de 3,5 km, puis se sépare. Les deux étages supérieurs, après un vol balistique décéléré qui permet à l'aile de se refroidir, atteignent une altitude de 8,5 km pour un nombre de Mach résiduel de 0,25. Le deuxième étage de mise en vitesse, porte le missile à 9 km à Mach 2,15. Le troisième étage de mesure, effectue alors un vol de croisière à vitesse et à altitude constante pendant une vingtaine de secondes. Les mesures effectuées pendant l'échauffement de l'aile sont reçues au sol. Les informations ainsi élaborées sont recueillies sur un enregistreur à bande magnétique. Un enregistrement photographique des voies de mesure interne est disponible quelques minutes après le déroulement du tir. Son examen permet de connaître rapidement la qualité de l'expérience réalisée. La poussée du premier étage au départ est de 7 tonnes. La séparation de l'étage 1 effectuée, les étages 2 plus 3 décrivent une trajectoire balistique ascendante. La température de l'aile de mesure, qui avait atteint par endroits près de 50 degrés centigrades, décroît lentement pour atteindre une valeur voisine de 20 degrés centigrades. En 4 secondes, l'étage 2 fait passer la vitesse du missile de 80 mètres à 630 mètres par seconde. L'étage de croisière vient d'être largué. Et c'est maintenant la phase essentielle de l'expérience qui permettra d'établir les lois d'échauffement cinétique applicables à l'avion de transport supersonique. En comparant les coefficients de transfert de chaleur obtenus par le calcul et les résultats de soufflerie avec les coefficients déterminés en vol sur l'ensemble de l'aile, on constate que ceux-ci ont une valeur inférieure. Une nouvelle théorie, comportant notamment une évaluation améliorée du coefficient d'analogie entre les coefficients de frottement et de transfert de chaleur, permet de retrouver le niveau des résultats globaux. En dehors du domaine de croisière supersonique, des recherches approfondies ont été poursuivies pour optimiser les performances à basse vitesse correspondant au décollage, à l'attente et à l'atterrissage de Concorde. Dans ce domaine, la soufflerie Onera de Cannes a fourni une contribution appréciable pour l'étude des stabilités statiques et dynamiques. Les conditions de vol au voisinage du sol sont simulées par l'essai d'une maquette en présence d'un plancher réglable. L'expérience fait alors apparaître une augmentation sensible de la portance pour cette aile élancée au décollage et à l'atterrissage. Ceci s'explique par l'existence à l'extrado de l'aile d'un régime tourbillonnaire intense dont la trace est visualisée ici par l'allure de brins de laine collés sur la voilure. L'examen de l'écoulement de l'eau autour d'un modèle analogue révèle également ce phénomène. Dans une veine verticale où l'eau est entraînée par gravité, les jets des réacteurs peuvent être simulés et l'écoulement autour de la maquette visualisé par des filets de lait condensé fortement colorés. Ce procédé montre les lignes de courant au voisinage du modèle et en particulier les tourbillons de fuselage et de voilure qui caractérisent l'écoulement sur l'extrado aux incidences d'atterrissage. Les tourbillons de voilure dont l'axe est coloré ici en rouge peuvent être également visualisés au moyen de minuscules bulles d'air en suspension dans l'eau.
Cette deuxième méthode précise l'allure de la composante transversale de l'écoulement dans un plan situé au bord de fuite de la voilure. Par recoupement, on peut ainsi déterminer la position et l'importance des tourbillons ainsi que leur évolution sous l'effet du réacteur. Comme ces quelques exemples viennent de le montrer, des moyens d'essai aérodynamiques puissants et d'une grande diversité sont mis en œuvre par l'ONERA en étroite collaboration avec les constructeurs français et anglais et les services de recherche britanniques pour assurer à l'avion Concorde la sécurité et la rentabilité, qualités indispensables au succès d'un avion commercial. Au cœur des Alpes, le centre d'essai aérothermodynamique de Modane groupe les plus importantes installations industrielles de l'ONERA au pied de la chute d'eau qui leur dispense directement l'énergie motrice, jusqu'à 80 000 kW. La soufflerie S1, qui est la plus grande et la plus puissante d'Europe, permet d'atteindre Mach 1 dans une section de 8 mètres de diamètre. Plus de 10 tonnes d'air par seconde sont alors animées par deux ventilateurs de 15 mètres de diamètre, mus par des turbines hydrauliques absorbant la pleine puissance de la chute. À côté de cette imposante cathédrale des tempêtes, comme disent les journalistes, la soufflerie S2, presque aussi puissante, couvre les gammes de Mach 0,25 à 1,4 et de 1,6 à 3 respectivement, dans ces deux veines d'expérience interchangeables de 3 mètres carrés de section. La pression génératrice peut y varier selon les besoins de 0,2 à 2 atmosphères grâce à un ensemble de réservoirs auxiliaires et de compresseurs. Cette installation alimente en outre la soufflerie à rafale S3, dont le domaine s'étend du transsonique à Mach 5,5. Revenons à S1 pour y revivre le déroulement d'un essai. Sur l'une des plateformes de montage à 7 mètres du sol, on assemble les éléments de la maquette grandeur du fuselage de l'avion Griffon de Nord Aviation. Cette maquette va recevoir le groupe moteur réel de l'appareil, dont le fonctionnement sera essayé dans les conditions mêmes du vol. Ce dispositif de propulsion présente l'originalité d'être constitué par un turboréacteur Attard logé au centre d'un statoréacteur. Avant le premier vol, il est indispensable d'étudier les possibilités de marche simultanée de ces deux éléments, la régulation du stato et les performances de l'ensemble avec diverses combinaisons de tuyères. Le turboréacteur, 3500 kg de poussée à 8400 tours minute, est mis en place au centre du statoréacteur. Les trois veines d'expérience de la soufflerie sont mobiles et interchangeables, ce qui permet un montage facile des maquettes, même lorsqu'elles ont des dimensions importantes. Le chariot portant la veine d'expérience est ensuite amené dans le circuit de la soufflerie. L'essai va commencer. On vérifie une dernière fois les appareils avant l'ordre de démarrage. Ouverture des circuits d'alimentation de carburant. Démarrage du turbo. Turbo au ralenti, 2500 tours. La vitesse en veine monte jusqu'à Mach 0,7. Turbo à 8400 tours. Allumage du statoréacteur. La pression du carburant croît jusqu'à la richesse voulue. La balance indique que la poussée monte. Poids de mesure numéro 255. C'est le pilote du prototype qui, pour certains essais, commande lui-même les deux réacteurs depuis la chambre de mesure. Le débit de carburant est mesuré par un compteur électronique et transcrit à chaque point de mesure par une machine à écrire automatique.
Des potentiomètres électroniques enregistrent l'évolution des températures. Les pressions sont photographiées sur les panneaux des multimanomètres. Point de mesure terminé. Arrêt turbo. Extinction stato. Les résultats des mesures sont dépouillés par le calcul mécanographique, puis traduits en courbes. Ils sont rassemblés dans un procès-verbal d'essai qui permet au constructeur d'aborder les essais en vol avec une connaissance concrète des possibilités de l'appareil. Le réalisme obtenu grâce à la possibilité d'installer dans la soufflerie S1 les éléments d'avion eux-mêmes est mis à profit pour y étudier certaines phases critiques du vol, telles que le largage des verrières, sans faire courir de risques aux équipages. Les verrières, dont le plexiglas a été remplacé par une tôle d'aluminium, sont fixées sur un fuselage maquette dont l'habitacle est lui aussi un élément réel de l'avion. Un harnais en sangle de nylon leur laisse après largage parcourir librement une trajectoire de quelques mètres. Puis des amortisseurs freinent la vitesse acquise et immobilisent la verrière sans dommage pour elle ni pour la soufflerie. L'étude des films pris pendant la phase de vol libre permet d'analyser tous les détails du largage pour déterminer les risques de collision avec les empennages, déceler la cause des anomalies constatées et fixer les consignes à donner aux équipages en cas d'abandon de leur appareil. Encore faut-il qu'une fois les verrières larguées, pilotes ou copilotes puissent physiquement faire les gestes nécessaires à leur sauvetage, malgré la violence des courants d'air et des fluctuations de pression. Cela aussi a pu être expérimenté en soufflerie, dans des conditions inconfortables certes, mais du moins exemptes de risques mortels. Une autre installation spéciale permet de produire une pluie artificielle pour étudier les problèmes de visibilité qui se posent aux pilotes dans les conditions critiques du vol par mauvais temps, en particulier au décollage et à l'atterrissage. Parmi les nombreux types d'essais réalisables à S1, citons encore les essais de givrage qui mettent à profit les grands froids régnant en hiver dans la région de Modane pour recréer en veine les conditions de vol dans les nuages givrants. Dans la soufflerie à rafale S3, c'est à une toute autre échelle de dimension et de temps que se déroulent les essais. Pendant une rafale de quelques dizaines de secondes, sur des maquettes à petite échelle établies selon des lois de similitude rigoureuses, il est possible d'étudier de façon valable des phénomènes aérodynamiques complexes, tels que le comportement d'un engin autopropulsé tiré d'un avion volant à vitesse transsonique. Ces images mettent en évidence les risques qu'aurait entraîné une expérimentation directe en vol, alors que les essais en soufflerie permettent de modifier l'engin jusqu'à obtenir des tirs corrects. Pour un essai à Mach 4,5, la tuyère appropriée a été montée à la place de la veine transsonique. La stabilité aérodynamique d'un corps de rentrée balistique y est étudiée par excitation et relaxation. Dans ce cas, ce sont les enregistrements cinématographiques de l'image obtenue par la stéréoscopie à grille colorée et les oscillogrammes du mouvement amorti qui fourniront les résultats cherchés. Une part importante de l'activité de l'Office national d'études et de recherche aérospatiale est consacrée à la recherche fondamentale. Des études de matériaux nouveaux sont actuellement en cours de développement. À l'intérêt technique présenté par ces recherches se mêle un intérêt scientifique non moins important.
De nouvelles méthodes d'investigation permettent d'atteindre et d'analyser la structure même de la matière. Un exemple de recherche concerne le fluage et la rupture à chaud de métaux réfractaires. À travers un microscope à chaud sous vide, les essais sont filmés à des fréquences allant de quelques images par minute à 8000 images par seconde. Le dispositif d'amarrage de l'échantillon permet d'une part une sollicitation par traction et d'autre part le chauffage direct par effet Joule jusqu'à des températures de l'ordre de 2000 degrés centigrades. On observe les glissements intercristallins. La forte striction précédant la rupture provoque l'élévation de température jusqu'à fusion. Un autre montage a été réalisé pour provoquer et suivre de manière continue la fissuration par fatigue, phénomène particulièrement dangereux en aéronautique. Les matériaux soumis à des vibrations subissent des détériorations invisibles qui se concrétisent après des milliers ou des centaines de milliers de cycles par une fissuration brusque sans déformation préalable. Ce montage permet d'observer au microscope le déroulement du phénomène dont la génération accélérée est obtenue en soumettant une éprouvette à des excitations à haute fréquence. À faible grossissement, la fissure semble progresser régulièrement en suivant un trajet sinueux. À plus fort grossissement, la fissure se résout toujours en petits éléments rectilignes parallèles aux directions cristallographiques de glissement. De l'examen direct de la progression des fissures, une explication probable a pu être déduite. Des éléments de rupture peuvent naître au voisinage de la fissure principale et se raccorder ultérieurement avec elle. Ainsi, la fissure ne se forme pas continuellement à la façon d'un sillon progressant régulièrement à la surface du métal. Elle provient de la réunion d'éléments de rupture qui se sont produits séparément dans les directions les plus favorables, puis raccordés entre eux. D'autres recherches sont poursuivies dans le domaine de la propulsion de véhicules aérospatiaux. Citons la propulsion électrique, futur moyen d'exploration du cosmos. Citons également les propulseurs à litergol qui utilisent un carburant solide et un comburant liquide. Des équipes de chercheurs étudient simultanément les propergols classiques afin de développer la connaissance scientifique des phénomènes liés à la combustion. L'observation visuelle des phénomènes qui apparaissent dans le plan des phases terminales d'un bloc de poudre, en particulier l'évolution des périmètres de combustion, semble intéressante a priori dans la mesure où elle s'effectue directement dans le propulseur, c'est-à-dire dans les conditions réelles de fonctionnement. C'est dans ce but que l'ONERA a mis au point un procédé de visualisation de la face frontale avant du bloc. Ce procédé comporte essentiellement l'utilisation d'un voyant en plexiglas traité optiquement. À l'aide d'un miroir, les phénomènes qui se développent dans le plan étudié peuvent être cinématographiés. L'allumage des branches d'étoiles est simultané. Le rideau de fumée dû à l'allumage n'empêche pas malgré tout de distinguer la forme de l'étoile et son contour régulier. Le dépouillement reste possible. Le périmètre de combustion semble alors évoluer normalement. On s'apercevra toutefois au dépouillement que les vitesses de combustion diffèrent d'une pointe à l'autre, par exemple, et présentent dans le temps des fluctuations non négligeables. On observera sur le film un effet de focalisation. Chaque branche d'étoile émet des gaz et des particules qui, dans le plan observé, se concentrent vers l'axe de la perforation. L'évolution dans le temps du périmètre de la perforation permet de définir en chacun de ces points la vitesse de combustion. Sous une autre forme, la variation de l'épaisseur de couches brûlées en fonction du temps donne les mêmes renseignements. Les courbes présentées, relatives à 3 pointes voisines d'une étoile, possèdent à un même instant des pentes différentes, correspondant à des vitesses instantanées de combustion différentes. Par contre, vue dans l'ensemble du phénomène, la vitesse moyenne est beaucoup moins dispersée.
En aérodynamique, l'ONERA, qui continue à participer au progrès de l'aviation subsonique et supersonique, oriente maintenant ses recherches avancées vers le domaine des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire supérieures à Mach 5. Les souffleries à rafales, dans lesquelles les expériences ne durent que quelques secondes, permettent de réaliser ces vitesses considérables. Il a fallu étudier des équipements spéciaux pour utiliser au mieux la brève durée de la rafale. L'écoulement autour d'une maquette de planeur hypersonique est visualisé par strioscopie. Remarquez l'onde de choc très couchée sur l'obstacle. Un support motorisé assure une variation continue de l'incidence. Ainsi, de nombreux points de mesure peuvent être relevés au cours d'un même essai. On en déduit l'évolution de la finesse et de la portance en fonction de l'incidence. Pour cette maquette émoussée, une finesse maximale voisine de 2,8 est atteinte à 8 degrés d'incidence. Pour les vitesses supérieures à Mach 10, des moyens d'essai au sol plus puissants ont été développés. C'est ainsi que l'ONERA a réalisé les souffleries à arc de Fontenay. La soufflerie à arc se compose essentiellement d'une chambre à haute pression, une cuillère de détente et une capacité à vide à l'aval de la section de mesure. La chambre est d'abord mise sous pression d'azote. Une tension électrique de 5 kV est ensuite appliquée aux électrodes. Cet apport d'énergie augmente à la fois la pression et la température du gaz. La chambre est alors mise en communication avec la tuyère, soit par rupture d'un diaphragme, soit, comme à l'ONERA, par extrusion d'un bouchon en plastique à travers le col. L'écoulement s'établit alors autour de la maquette. À l'amont du choc, pression et température sont faibles. Sur la maquette, les conditions diffèrent largement du point d'arrêt au culot. Elles peuvent être mesurées tant que l'écoulement demeure amorcé. Le choc, revenant de l'extrémité du caisson à vide, stationne au voisinage du second col, tandis que la capacité se remplit jusqu'au désamorçage. L'énergie est apportée par une ligne à 220 kV qui peut être connectée par l'intermédiaire du dispatching central à l'ensemble du réseau haute tension. Le bâtiment qui abrite les deux souffleries de l'ONERA a été construit à proximité des deux transformateurs affectés à l'alimentation des chambres à arc. Cette section d'essai a une longueur de 1 mètre et 75 cm de diamètre. La capacité à vide a un volume de 40 mètres cubes, ce qui est plus que suffisant pour la dimension actuelle de la tuyère. Cette section pourrait être doublée. Il suffit de 20 minutes pour amener la pression à 1/100 de millimètre de mercure. Attention pour le tir. 3, 2, 1, 0. Développé. La durée utile de la rafale n'est que de quelques millisecondes, pendant lesquelles il faut effectuer toutes les mesures. Mesure de pression, mesure d'effort aérodynamique et mesure de flux de chaleur. Si cette maquette représente à l'échelle du 10e une tête de rentrée, les essais que nous venons de voir correspondent exactement aux conditions de vol en ce qui concerne le nombre de Mach et le nombre de Reynolds dans un domaine d'altitude allant de 70 à 50 km. Entre ces limites, des résultats significatifs peuvent être obtenus pour les flux de chaleur et les forces aérodynamiques, aussi bien sur des formes portantes que sur des engins balistiques. Pour éclaircir les problèmes liés à l'échauffement de véhicules hypersoniques rentrant dans l'atmosphère, l'ONERA a entrepris, en collaboration avec la CEREB et Sud Aviation, une opération comprenant des études théoriques, des essais au sol et des essais en vol. Le problème traité comprend d'une part la recherche des coefficients caractérisant les flux de chaleur.
et d'autre part, l'étude de matériaux ablatifs protecteurs. Les têtes puits de chaleur servent à étalonner les flux thermiques. Elles sont en outre équipées de nombreuses prises de pression qui fourniront des renseignements nécessaires pour recouper les études théoriques. En surface et dans l'épaisseur des divers matériaux, les températures sont mesurées au moyen de thermocouples. C'est à partir de ces informations que sera déterminé le flux de chaleur incident. Un deuxième type de tête, destiné à l'étude des matériaux ablatifs, est réalisé par Sud Aviation. Construite en 2 matériaux stratifiés, dont le premier fait fonction de bouclier thermique et le second de structure résistante proprement dite, elle est constituée de 3 parties assemblées et collées. L'ensemble est recuit de manière à former un seul bloc. Des graphitomètres, des sondes à ablation et des thermocouples permettent de déterminer les lois d'ablation et les changements d'état du matériau en divers points de la tête. Des essais au sol sur maquette à échelle réduite sont effectués dans un jet de plasma. La tête expérimentale est montée sur l'étage terminal de la fusée porteuse. Cet ensemble est essayé dans un jet de statoréacteur. Les conditions thermiques de la rentrée dans l'atmosphère sont ainsi partiellement simulées. Autre moyen d'essai, le jet d'une fusée à liquide. Malgré leur puissance, aucun de ces moyens d'essai au sol n'est suffisant pour représenter complètement l'ensemble des conditions du vol. Aussi, l'ONERA a-t-il été conduit, pour le compte de la CEREB, et avec le concours de Sud Aviation et de la SCPR, à concevoir le missile Bérénice, engin expérimental à 4 étages, capable d'atteindre Mach 12 durant la rentrée dans l'atmosphère. Les 2 premiers étages sont mis à feu pendant la montée. L'altitude de culmination atteint 270 km. Les 2 derniers étages accélèrent l'engin durant la descente jusqu'à la vitesse maximale de 3600 mètres par seconde. Malgré cette procédure, un pilotage automatique durant la combustion du premier étage est nécessaire pour garantir une dispersion du point de chute acceptable de l'ordre de 15 km. Bérénice est tiré à l'île du Levant à partir du centre d'essai des missiles de la Marine nationale. Avant le branchement des propulseurs, toutes les implantations de télémesure et de trajectographie procéderont à leur contrôle. Au PC lanceur, c'est le chef de mission, en liaison avec le directeur d'essai, qui centralise dans la demi-heure qui précède le lancement toutes les informations provenant du centre mesure ONERA et des PC mesure et opérations marines, dont l'indicatif est OPS. Bruno de lanceur, situation des implantations. Noémie, Éloi, Félix sont parés pour H-15 minutes. Ops de lanceur ONERA, approximativement H-15 minutes. Silence radar. Lanceur DOPS reçu. Bérénice est amené à son inclinaison de tir 85 degrés. Noémie de lanceur, êtes-vous paré pour H-10 minutes? Noémie est l'indicatif du poste central des télémesures et de la trajectographie implanté au fort du Coudon qui domine Toulon. Ce central coordonne l'exploitation de toutes les bases de mesure ONERA. Lanceur de Noémie reçu. Restez sur écoute. Allô, Abel, Oscar, Antoine, Zoé de Noémie, êtes-vous paré pour H-10 minutes? À vous, Zoé. Zoé,
Au nord de Nice, 130 km est de l'île, grande base de trajectographie, réception télémesure avec enregistrement magnétique. Éloie, littoral varois, 12 km nord, réception télémesure avec enregistrement photographique. Antoine, Corse, 200 km sud-est, grande base de trajectographie, réception télémesure avec enregistrement magnétique. Abel, Canigou, Pyrénées-Orientales, 270 km ouest, grande base de trajectographie. Pour le trajectographe, 4 grandes bases ONERA, 5 petites bases marines. Pour la télémesure, 5 postes de réception dont les informations sont centralisées au coudon et communiquées au PC lanceur. Paré. Lanceur de Noémie Paré. Lanceur ONERA DOPS. Sondage vent terminé. Correction X, moins 45 minutes. Correction Y, moins 9 minutes. Pendant les dernières minutes, les systèmes de sécurité sont mis hors circuit au fur et à mesure de l'exécution des différents contrôles. Ops de lanceur ONERA, paré pour H-30 secondes. Le centre de mesure marine s'assure que le champ de tir est dégagé et procède aux dernières mises en condition de ses équipements. H, moins 30 secondes. Top. Bien reçu de base de temps. Commande des radars. Pointage ciné-théodolite. Armement viseur de sécurité. Démarrage enregistreur. H, moins 20 secondes. Synchronisation base de temps. Pointage caméra de poursuite. H, moins 10 secondes. Top. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, feu. Remarquez, entourant le jet principal, les 4 jets des propulseurs auxiliaires qui assurent la stabilisation. Le contrôle de la dispersion de trajectoire se fait par visée optique en fin de combustion du premier étage. Bérénice, dans le contour. L'allumage du deuxième étage est autorisé. Au cours de tirs crépusculaires, il a été possible d'observer à partir du sol dans la pénombre la rentrée de l'engin dans l'atmosphère à une distance de plus de 120 km. Le missile apparaît d'abord comme un point minuscule éclairé par le soleil. Allumage du troisième étage. Le jet propulsif forme une traînée lumineuse. Extinction du troisième étage, allumage du quatrième. Le troisième étage, sous l'action du frottement de l'air, devient incandescent. Après combustion du quatrième étage, la phase essentielle de l'essai a lieu pendant les quelques secondes de la traversée de l'atmosphère.
De nombreuses mesures sont effectuées et retransmises au sol. Les grandeurs mesurées sont simultanément enregistrées par procédé magnétique et sur papier photographique. Voici par exemple l'enregistrement de la voie commutée sur laquelle se trouvent les indications des accéléromètres, notamment celle de l'accéléromètre longitudinal. Cette partie de la bande correspond à la période de fin de poussée du 3e étage, suivie, quelques instants plus tard, par l'allumage du 4e étage. Ces mesures internes, associées aux moyens de la trajectographie du champ de tir, donnent la possibilité d'établir la trajectoire de rentrée la plus probable jusqu'à la destruction de la tête. Les accéléromètres transversaux et éventuellement les capteurs de pression placés sur la partie conique de la tête donnent l'évolution de l'incidence en fonction de l'altitude. Ceci est nécessaire pour l'interprétation des différentes mesures de pression et de température. Une voie complète de la télémesure est consacrée aux capteurs de pression montés sur la tête puits de chaleur. Le plot le plus large de la voie commutée correspond à la pression d'arrêt, c'est-à-dire celle qui règne à la pointe avant de l'ogive. La carte des pressions sur la tête à un nombre de Mach donné est comparée aux pressions théoriques et aux mesures en soufflerie. Les résultats obtenus par ces différents moyens sont en bon accord. On remarquera le décollement laminaire au pied de jupe observé en soufflerie et qui n'existe pas en vol. L'essentiel de l'expérience en vol est la mesure des flux de chaleur au moyen de thermobobines en cuivre développées par Sud Aviation. Plusieurs voies de télémesure sont consacrées aux températures détectées par les thermocouples de chaque thermobobine. Les mesures intéressantes se situent dans la période de quelques secondes qui précède la destruction de la tête. Voici les plots correspondant aux 5 thermocouples de la thermobobine située à l'avant de la partie conique de la tête. De l'évolution de ces températures en fonction du temps, il est possible de déduire le flux de chaleur reçu en différents points et notamment d'étudier le passage du régime d'écoulement laminaire à un régime turbulent. L'ensemble des résultats de vol est comparé aux prévisions théoriques et aux essais au sol. Ceux-ci sont notamment effectués dans des souffleries hypersoniques où l'une des techniques utilisées pour la mesure des flux de chaleur fait appel à des revêtements dont la couleur varie en fonction de la température. Prêt pour la rafale. L'ogive essayée représente à échelle réduite celle de Bérénice. La couleur du revêtement vire au cours de la rafale du bleu vert au marron foncé. L'examen sur le film de ces variations de teinte conduit à une détermination quantitative du flux de chaleur incident. Malheureusement, les conditions effectives du vol ne sont pas représentées. Et dans ce domaine, l'essai en vol apporte des résultats fondamentaux. Il précise en outre les conditions dans lesquelles le régime d'écoulement passe du laminaire au turbulent. Il est donc le seul moyen de lever un certain nombre d'incertitudes portant sur le choix des hypothèses théoriques ou résultant des conditions de simulation au sol. Dans le cas des mesures de pression, les résultats obtenus en vol, au sol et par voie théorique sont concordants. L'essai en vol justifie alors les méthodes de prévision retenues dont les résultats constitueront une base solide pour établir les projets d'avenir.